Voilà, petit changement de plateau. Alors, c'est intéressant ce qui va se passer maintenant parce que ils sont 5 qui représentent les associations officiellement reconnues de locataires et ils sont en campagne. Ils sont en campagne puisque les élections qui ont lieu tous les 4 ans sont prévues entre le 15 novembre et le 15 décembre, avec une loi sur la représentativité et le financement qui a changé. Donc les associations seront désormais financées 2 € par logement, répartis en fonction des résultats des élections. Enfin, et pour être complet, il va leur falloir mobiliser l'électorat, puisqu'en 2014, le taux de participation a été de moins de 20% à ces élections. Alors ça sent évidemment la tournée des cages d'escalier et des ascenseurs. Alors pour ne froisser personne, je précise que je vais vous citer, mesdames et messieurs, sans ordre de préséance, totalement au hasard. Jocelyne Herbinski, secrétaire confédérale de la CNL, la Confédération nationale du logement. Ah ben elle a des supporters dans la salle, merci. Patrick Eveillot, secrétaire général adjoint de l'AFOC, l'association Force ouvrière Consommation du Var. Vous me direz, vous n'êtes pas très loin. Jean-Yves Manot, président de la CLCV, Confédération Logement Cadre de Vie. Romain Biessy, secrétaire confédéral de la CSF, Confédération syndicale des familles. Et Michel Fréchet, président de la CGL, la Confédération générale du logement. 3 débats vont vous opposer, ou au contraire, d'ailleurs, peut-être montrer des rapprochements et puis des unités de point de vue, puis vous aurez chacun, comme dans les meilleurs moments des campagnes présidentielles, 2 minutes pour convaincre, 2 minutes au pupitre. C'est un exercice très difficile. Alors, première thématique, premier débat et premier reportage. Demain, quel service pour les locataires ? Nous avons trouvé à Saint-Germain-Mont-d'Or des locataires très engagés. Ils ont signé le 1er mai 2014 un accord collectif. La participation active de nos locataires à travers ces clubs, surtout le ménage et la prise en charge des espaces verts, leur font baisser réellement leurs charges. Au final, sur un an, ils font une économie d'un loyer net. Alors on fait notre palier. On donne aussi un coup d'aspirateur dans l'ascenseur. On fait les miroirs dans l'ascenseur. On participe à la tonte aussi, des extérieurs. Quand on voit quelque chose qui traîne par terre, on le ramasse, même quand c'est pas notre semaine. Eh bien, il y a une solidarité qui s'est formée, déjà entre voisins. Avec Oasis, nous sommes un groupe de personnes vieillissantes qui voulons prendre notre vieillesse en main. Et Est Métropole Habitat nous a aidés à faire notre projet, à dire ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, comment on allait vivre là-dedans, comment allaient être les appartements, comment on les voulait, voilà. Et du coup, on a été très entendus. Parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ère de la co-construction. On en est là, c'est-à-dire qu'on invente le futur ensemble, on l'invente avec toutes les parties prenantes. C'est complètement dans l'esprit d'ailleurs du développement durable. Ça fait 15 ou 20 ans que le développement durable nous le dit. Finalement, la logique des parties prenantes et avec donc une posture, je terminerai par ça, d'humilité, c'est-à-dire de considérer qu'on n'est pas les sachants, de considérer en tant que professionnel, en tant qu'expert du logement social qu'on n'a pas toutes les clés, mais qu'avec les collectivités locales, qu'avec ses partenaires, qu'avec les habitants bien sûr, et avec d'autres parties prenantes, ensemble, on va pouvoir inventer quelque chose de novateur. Bon, alors là, on le voit dans ces reportages, les gens collaborent, les gens s'appliquent. Est-ce que, tout d'abord, c'est ce que vous vivez, vous, au quotidien ? Est-ce que c'est ce que vous vivez donc au quotidien avec les gens que vous représentez ? Allez, qui veut commencer ? Qui prend le micro ? Allez-y, monsieur. Il faut bien démarrer. Bon, d'abord, une petite précision. Je crois que pour la CLCV, les bailleurs sociaux, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des partenaires avec qui il faut être exigeant. Et même parfois très exigeant. Voilà, je ne sais pas si dans la salle, il n'y a que des locataires ou il y a des représentants... Ah non, vous avez des représentants des HLM, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous pouvez faire passer des messages. J'espère. Non. Ils sont partis. Oui, non, mais voilà, c'est un petit geste au passage. En même temps, c'est pas eux qui vont voter. Oui, sans secondo, mais écoutez, honnêtement, entre nous, je pense qu'il n'y a pas de... Il y a de la place pour tout le monde, on est démocrates et chacun fait son travail. La réalité, vous savez, la CLCV, par exemple, a comme slogan de campagne « Ensemble, améliorons notre quotidien ». Parce qu'on voit bien que les débats nationaux, nous devons les porter en structure nationale. C'est clair.
Car si nous ne le faisons pas, nous savons de temps en temps que sans coup de gueule objectif de la part des représentants des locataires, les choses n'avancent pas comme on le souhaite. Et je crois que la parole des locataires doit être reconnue. Et je dirais aussi que par rapport à la question, mais j'y reviendrai après, les organisations de locataires sont aussi capables d'avoir une réflexion d'avenir, y compris une réflexion stratégique sur le devenir du logement social. Et ne remettons pas uniquement les organisations de locataires sur la vie quotidienne. La vie quotidienne est importante, mais oui, nous sommes porteurs, comme d'autres, d'une vision du logement social dans ce pays. Alors, pour en revenir à l'attente des locataires, bien évidemment, nous savons que la vie quotidienne est l'élément essentiel pour eux, car c'est ce qui fait leur cadre de vie, leur plaisir de vivre en logement social. Il y a d'énormes initiatives qui existent sur le sujet, par l'ensemble des organismes, et puis il y a parfois des choses qui ne sont pas tout à fait adéquates par rapport à ce qu'on doit attendre. Il faut aussi savoir le dire, car on peut se féliciter des exemples merveilleux que nous avons ici ou là, et que nous connaissons, mais il y a aussi des locataires qui ne sont pas respectés dans leur fonction de locataire, il faut le dire, par rapport dans l'environnement auquel on les fait vivre. Vous savez, hier matin, plutôt que d'écouter les discours de M. Gaudin et des officiels, je suis parti avec la CLCV dans une cité des quartiers nord de Marseille. Et ce que j'ai vu, c'est inadmissible. Inadmissible. C'était laquelle? On va pas... Bon. Mais il est clair que depuis 15 ans, voilà un programme qui est promis la démolition. Il reste 52 familles dans une situation totalement indigne et à qui encore on fait payer un loyer. C'est aussi ça les HLM. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que ça, et heureusement, mais oui, ça fait aussi partie des choses que nous devons dénoncer quand elles se présentent. Alors, nous faisons participer évidemment nos locataires, nous les sensibilisons effectivement dans leur rôle majeur et reconnaissons que nous avons du mal, car aujourd'hui la société est de plus en plus individualiste et que le rôle d'une collectivité locataire qui s'investit dans la vie de sa cité est extrêmement difficile. Et nous y participons, notamment dans la politique de la ville, etc. etc. Mais c'est aujourd'hui une dimension qui est moins évidente que nous l'avons vécue dans certaines années. Merci Jean-Yves Manot. Alors vous allez passer le micro parce qu'on me l'a demandé. Alors, levez la main les uns après les autres et je le donnerai dans l'ordre. Ce sera après à vous, oui. Oui, pour la Confédération syndicale des familles, la logique est la même que Jean-Yves Manot vient d'exprimer. C'est que nous rappelons systématiquement que les locataires sont les principaux financeurs, de toute façon, du patrimoine et des bailleurs. Et qu'à ce titre, le bailleur a une fonction de gestionnaire. Et que donc l'exigence doit être parfaite. Et qu'on est des partenaires lorsqu'on est écouté et lorsqu'on peut prendre en compte l'expertise d'usage. Ensuite, pour répondre à la petite séquence du film qu'on vient de voir, il a été dit dès le début qu'il y avait une manière de maîtriser des charges où on pourrait économiser un loyer. Alors, j'entends tout à fait la personne qui s'exprimait, qui disait qu'il y avait de la solidarité, qu'elle était contente dans l'activité qu'elle faisait, mais je rappelle quand même que pour la CSF, le meilleur moyen de maîtriser le poste des charges, c'est avant tout de faire des travaux d'économie d'énergie. Et que les bailleurs investissent afin que le poste charge et donc la performance énergétique des bâtiments puissent permettre de réduire la facture. Parce que si on propose uniquement de réduire une facture en faisant par soi-même le travail qui est normalement confié au personnel de nettoyage, nous ne cautionnons pas ce type d'attitude et de stratégie pour défendre le pouvoir d'achat des familles. Jocelyne Herbinski. Oui, en ce qui concerne la CNL, avant tout, puisque la question était quel service pour quel locataire, pour ce qui nous concerne, c'est l'égalité du droit au logement et surtout c'est partout l'application de même ordre. Ce n'est pas un service différent selon un locataire. Donc c'est important, le droit au logement ça s'applique pour tout le monde de la même façon. On rappelle aussi qu'un bailleur social, c'est avant tout, il a des fonctions premières qui sont de construire, rénover et puis gérer. Donc ça, c'est les fonctions premières qu'on attend de la part d'un bailleur social. Tout locataire engage un contrat avec son bailleur
Et dans ce cadre-là, ils souhaitent pouvoir vivre aussi de façon correcte, digne, et puis de pouvoir vivre sans avoir de troubles de jouissance. Donc ça, c'est aussi un élément qui est demandé et qui est fondamental dans l'attente d'un locataire. Pourtant, qu'est-ce qu'on assiste depuis plusieurs années? À ce que le financement public qui doit assurer et qui doit être l'État étant le garant quand même d'un parc de logement social, n'est plus au rendez-vous. Et on se retrouve à dire, on va peut-être apporter une réponse différente en fonction de la situation du locataire. Est-ce qu'il aura les ressources nécessaires pour assumer telle et telle charge? Est-ce qu'il aura les ressources nécessaires pour vivre dignement dans son logement? Donc, pour nous, ce n'est pas une réponse adaptée. Avant tout, c'est avoir un financement de l'État, c'est fondamental. Il doit être garant, apporter ce financement. On est dans une situation où les bailleurs sociaux sont ponctionnés fortement. Donc, ponctionner, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent dans leur budget pour assurer correctement leurs fonctions premières. Donc, on a assisté ça avec la réduction de loyer de solidarité. Et quel impact ça a directement au quotidien? Il y a une réduction des services. Nous sommes de moins en moins dans l'entretien régulier sur le terrain. Donc, ça signifie qu'on est en recul. Mais c'est vraiment c'est réel. C'est ce que vous disiez, oui. C'est pas de l'imaginaire. Hein. Également, on va solliciter. Alors j'entends, effectivement, il faut rénover. Donc ça, c'est la deuxième fonction, on va dire, d'un bailleur. Aller faire en sorte que son patrimoine soit non sujet à des charges trop importantes. Sauf qu'on demande aussi une contribution au locataire. La troisième ligne de quittance, c'est pas neutre. Donc, est-ce que c'est ça un service? On pose la question. Normalement, c'est d'habiter un logement correct à un prix modéré. Et également, peut-être sur la gestion, on l'a vu, je l'ai abordé tout à l'heure, mais c'est aussi comment on est associé plus fortement dans le cadre de la gestion, ce qu'on appelle la gestion de proximité. Donc, on l'entendait dans le reportage, il faut co-élaborer, co-construire des projets ensemble, mais ça veut dire aussi déjà être réellement dans la co-élaboration de la gestion de proximité au quotidien pour les locataires. Vous passez votre micro, voilà, à votre voisin. Alors, sur cette thématique. Alors, sur cette thématique, vous avez donné 2 instructions. Par rapport à la vidéo que nous avons vue, c'est est-ce que c'est notre quotidien chez les bailleurs? Et puis après, on reviendra sur les services pour les locataires. Je vais commencer par vous dire qu'il y a une règle qui s'appelle la règle des 3 P. C'est pas partout pareil. Ça, c'est clair. Deuxième aspect, nous avons en face de nous 3 types de bailleurs. Il y a ce que j'appellerais les défricheurs, ceux qui sont en pointe, ceux qui vont chercher au-delà du quotidien ce que l'on peut faire pour améliorer justement une baisse des charges, un contact avec les locataires. Ensuite, vous avez une deuxième population, ce que j'appellerais les suiveurs. Et ce n'est pas péjoratif quand je dis suiveurs. Ça veut dire qu'ils s'emparent de ce qu'ont fait les défricheurs et essayent de les d'améliorer. Et la troisième population, ce n'est pas non plus péjoratif d'être dans la troisième population, parce que les bailleurs ont tous des moyens différents et des organisations différentes. Donc ça vient plus ou moins rapidement, mais ça vient aussi. Donc ce n'est pas partout pareil, et on rencontre des situations différentes. Maintenant, si on vient sur les services aux habitants. Un service, ça a un coût. Donc, quand il y a un coût et que l'on attend un service, il faut que le service soit rendu. Et ça, on rencontre parfois des difficultés déjà avec les services existants.
Et vous avez montré dans votre vidéo, des services innovants. On va au-delà. Alors, sur ces services innovants, il faut que ce soit quand même transposable partout. Si ça n'est pas partout pareil. Eh oui. Si ça répond simplement à un besoin spécifique, il ne faut pas se gêner de le mettre en œuvre. Mais ce que j'ai vu sur le ménage, on ne peut pas le transposer partout. Voilà. Ensuite, il y a des innovations, des améliorations qui peuvent aider à ce que les locataires payent moins de charges. Un exemple, la mensualisation de l'eau. C'est un vaste sujet, ça crée beaucoup de problèmes et ça nous crée, nous, des problèmes que l'on trouve dans les contrôles de charges, où on voit sur une résidence où il y a une partie de copropriétaires et une partie de locataires bailleurs sociaux, des fois des mélanges où c'est les locataires qui payent la totalité de la consommation d'eau. Alors après, c'est rectifié. Mais on souhaiterait qu'il y ait un peu plus de formation dans la récupération des charges. Et puis il y a aussi des méthodes qu'il ne faut pas mettre en place. Je vais donner un deuxième exemple. La consommation d'eau chaude solaire. Vous avez un politique qui veut son écoquartier. Très bien, pas de problème. Vous avez le bailleur qui a la technique et qui construit les bâtiments. Et après, vous avez l'utilisation, le locataire, celui qui est au bout du bout et qui risque de payer sur, je dirais, des errements politiques ou techniques. J'en reviens à ma production d'eau chaude sanitaire solaire. Vous partez d'un prix du mètre cube de l'eau qui est à 4 €. Vous rajoutez le réchauffage de l'eau qui fait 4 €. Vous rajoutez un contrat d'entretien qui fait 2 €. Prix moyen entre 8 et 10 € le mètre cube. Énergie solaire, vous avez des locataires qui payent un mètre cube d'eau chaude 18 €. C'est proprement inadmissible. Alors, certes, les bailleurs sont englués dans ce phénomène, mais c'est eux qui maîtrisent la technique. Et au bout du bout, tant que l'installation ne sera pas revue, eh bien le locataire va payer 18 €. Et ça, il ne faut pas mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre pour les locataires des solutions éprouvées et simples. Merci pour... alors, il y a un intervenant, votre voisin, monsieur. Voilà, vous n'avez pas encore parlé, il faut qu'on termine ce tour de table. Oui, bah, vous avez tout à fait raison. Oui, alors votre question, c'était quel service oui, pour les locataires. On voyait de la cogestion, on voyait que ça se passait très bien, on voyait des gens heureux de nettoyer les vitres. La cogestion, ne rêvons pas. Les gens heureux qui nettoient les vitres, c'est pas ma conception du bonheur, mais enfin bon, c'est apparemment la conception de certains bailleurs. Non, moi je vais vous faire une réponse extrêmement basique. Ce que les locataires attendent, c'est d'être bien logés, correctement logés, c'est-à-dire dans un appartement qui, j'ai envie de dire, qui fonctionne bien. Pas un appartement où il y a des moisissures, des fuites parce que les fenêtres ont été mal posées. Donc un appartement correct. Dans un immeuble, s'il habite un immeuble, et c'est la majorité des locataires qui vivent dans le logement social, dans un immeuble qui est correctement entretenu, c'est-à-dire où le ménage est fait régulièrement, où les abords extérieurs sont nettoyés régulièrement, et puis dans un immeuble qui est bien situé géographiquement, avec des commodités à proximité, etc. C'est tout bête, hein. Il n'attend pas autre chose, le locataire. Mais ça peut paraître évident, ce qu'on constate malheureusement, c'est que c'est loin de l'être dans la vie de tous les jours. Et ce que l'on entend de la part des gens qui viennent nous voir, c'est que souvent, ils sont loin d'être satisfaits. Et je vais vous prendre un exemple pour rebondir sur ce qu'a dit mon voisin géographiquement à droite de moi. Il a visité hier les quartiers nord de Marseille. Moi, la semaine dernière, j'étais du côté d'Avignon, où je rendais visite à nos militants locaux. Et ils m'ont emmené à Bagnols-sur-Cèze, dans cet immeuble, vous savez, où il y a eu un incendie.
et où une mère de famille, qui était très appréciée des locataires de l'immeuble, a trouvé la mort. J'ai vu l'immeuble, c'était, je vous le dis, j'ai été même choqué, immonde, mais immonde, et on voyait parfaitement le bailleur qui laissait complètement tomber son immeuble. Mais ce qui était encore plus immonde, c'est que ni le président de la société, ni le directeur général ne se sont déplacés dans l'immeuble pour rencontrer les locataires après la mort de cette personne. Quand on sait ça, on a une idée de la manière dont certains bailleurs du secteur social, mais aussi du secteur privé, hein, parce que de leur côté, ils n'ont pas de leçons à donner aux autres, ces gens-là, on a une idée de la manière dont ils considèrent les locataires. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, je dirais que les locataires attendent aussi de la part de leur bailleur qu'ils les respectent, qu'ils leur répondent quand ils lui posent des questions et qu'ils ne les méprisent pas comme l'ont fait les dirigeants de ce groupe que je ne nommerai pas, mais que beaucoup de gens ici doivent connaître. Alors, on va aborder le second thème. Je le dis tout de suite à Romain Biessy, vous avez peu parlé par rapport aux autres. Donc, dans le second thème, je vous laisserai développer un peu plus longuement. Demain, quel modèle de logement social à la française? Et là encore, on a un reportage. Donc, la barre habitat, les mesures qui sont annoncées, c'est 1 million d'euros en moins par an. Mais surtout, au-delà des chiffres, ça veut dire que c'est une absence de travaux sur le patrimoine et une absence de construction de logements neufs, alors que la ville a beaucoup de projets et qu'on est en mesure de développer le logement social sur la commune. Là, pour une fois, je dois reconnaître que comme militante de la CNL, je me trouve dans un moment que je ne pensais pas connaître, où on a une convergence, les bailleurs et les locataires sont dans la rue pour le même fond de questions. C'est qu'on pense que le logement social, il est vraiment visé, très en danger. Il reste la vente HLM. Alors, on dit 40 000. Moi, je vais vous dire, hormis les problèmes que ça pose sur la concentration des plus pauvres, etc., j'espère qu'on les atteindra, parce que sinon, le système sera planté complètement. Voilà, alors c'est tout le débat actuel, évidemment, autour de la baisse des APL, autour de la remise en cause du modèle français du logement social par le gouvernement pour faire des économies. Hein. C'est ce que l'on voit depuis 2 jours autour des tables rondes. Vous vous attaquez ? Avec plaisir. La situation actuellement est vraiment caractéristique d'une régression et à travers l'introduction de votre question et les images qu'on vient de voir, en fait, il y a 2 questions à traiter. La première, c'est la question de la mobilisation et la deuxième question, c'est la question du modèle économique qui est en pleine transformation par l'attaque de ce gouvernement. Mais l'attaque de ce gouvernement s'inscrit dans une logique qu'on subit depuis une vingtaine d'années aussi. Et donc, il ne faudrait pas chasser la proie pour l'ombre. La question de la mobilisation, ne nous le cachons pas, a été excessivement difficile parce que ce gouvernement a réussi une tactique de faire croire aux locataires qu'au court terme, cette politique d'austérité qui est la RLS, qui donc impose une baisse des loyers en même temps que la baisse des APL. Le gouvernement fait croire aux locataires que c'est indolore pour lui. Autant tenter. Certainement, mais on connaît tous ces conséquences qui vont être catastrophiques, puisque quand on baisse les recettes des bailleurs, où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour pouvoir permettre un entretien de qualité et une production pour les générations futures de qualité? Et là, nous, l'ensemble de l'organisation du mouvement associatif, on se doit d'être le plus pédagogue possible afin de pouvoir transmettre en fait ce devoir de mobilisation pour assurer des conditions de logement satisfaisantes pour les générations futures. On en est là. Si on regarde les conditions d'habitat et les conditions d'accès au logement des générations passées, la question était beaucoup moins prégnante. L'angoisse pour les parents de trouver un logement pour leur enfant quand ils débutent dans la vie professionnelle était beaucoup moins prégnante. Actuellement, dans les consciences, partout, on commence à s'habituer tout doucement de se dire « Eh bien oui, le logement c'est cher, le logement ça coûte un bras et ça pompe. » Et ça prend énormément dans le budget des familles. Cette situation est intolérable. Le logement pour tous, c'est un logement qui doit être abordable. Et alors, la question de l'abordable, la question pour avoir un logement abordable, il ne suffit pas d'avoir fait Saint-Cyr. Hein. La question, elle est simple. Ils ont fait Polytechnique, hein, ceux qui Ils ont fait Polytechnique. Mais la question, elle est très simple. C'est qui met combien d'argent sur la table? Et depuis 20 ans, on nous explique que l'État, il va mettre de moins en moins d'argent. Alors les collectivités qu'on peut saluer ont eu un premier réflexe et ont compensé le désengagement financier de l'État. Sauf qu'en même temps, l'État
serrait aussi le robinet financier des collectivités, les dotations locales étaient de moins en moins pourvues. Donc à un moment, on se retrouve avec un acteur qui, de fait, parce qu'il est confronté à ses administrés aux difficultés d'accès au logement, on se retrouve avec un acteur qui sont les collectivités qui ont de moins en moins d'argent à mettre sur la table, et tout d'un coup, ces mêmes gens qui ont fait des grandes études nous expliquent l'argent, il viendra toujours pas de la poche de l'État, il viendra des locataires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on nous met dans une logique d'autofinancement. Et elle se traduit par quoi, la logique d'autofinancement? C'est que hier, lorsqu'on construisait des logements, la part était très importante de l'argent gratuit de l'État. C'est ce qu'on appelle l'aide à la pierre. C'est de l'argent qu'on donne et qu'on ne rembourse pas. Et on ne le rembourse pas parce que cet argent, eh bien, il permettait de remplir la mission d'intérêt général des bailleurs. C'était la solidarité nationale. Et c'était assumé par toute une génération. Et aujourd'hui, on nous explique que plutôt que de donner de l'argent gratuit, on va donner de l'argent qu'on rembourse. Alors les prêts de haut bilan à 0%, moi, ça me fait rigoler, mais je pleure pour les générations futures. On va rembourser dans 25 ans. Avec quel argent et quels moyens? C'est-à-dire qu'on est en train de cacher sous le tapis là, la poussière, et puis à un moment, paf, ça va apparaître. Alors ces gens qui nous expliquent qu'il faut prendre un petit peu de hauteur ou qu'il faut jouer au pulse, comme on a entendu ce matin, s'ils pensent que l'autofinancement va reposer uniquement sur l'emprunt ou la vente du patrimoine HLM, nous, à la CSF, c'est très simple. On voit qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans. Au fur et à mesure de la production du logement social, soit les surfaces réduisent, soit les loyers augmentent. Ça veut dire que la condition de dignité pour accéder au logement est de plus en plus difficile. Nous appelons à une mobilisation générale afin que la solidarité nationale en France reprenne ses lettres de noblesse. Merci. Romain Bessy. Jean-Yves Manot. Oui, sur ce sujet, je suis intervenu hier avec peut-être une certaine véhémence, il faut le dire, mais je crois que de temps en temps, il faut rappeler des choses à nos responsables. Effectivement, aujourd'hui, l'État n'assume plus sa mission, et la table ronde précédente a bien démontré que nous étions, ce que nous disons depuis plus d'1 an, à contre-courant de l'histoire. Alors que l'Angleterre, Theresa May, on nous a annonce 2,5 milliards d'investissements pour faire du logement social, alors qu'ils ont tout démoli des années avant, qu'en Allemagne, ils vont mettre 5 milliards sur 5 ans parce qu'il y a un gros problème, qu'en Europe, en général, il y a une mobilisation, une nécessité, y compris du budget européen pour construire du logement social, la France, aujourd'hui, a décidé de se désengager. Et ceci est inadmissible. J'insistais hier sur le fait que pour la première fois, dans le budget de la nation, il n'y a plus 1 euro pour l'aide à la pierre, alors qu'il y a quelques années de cela, il y avait encore 800 millions d'euros. On voit bien qu'il y a là des choix stratégiques. On veut casser un modèle économique du logement social qui a plus de 100 ans d'histoire. Et donc, ceci est dit, je crois qu'il faut que nous, organisation de locataires, relevions le défi d'expliquer les choses. Et je crois que nos 2 experts ont donné les éléments suffisants. Vous savez, on a tous fait, j'imagine, dans le débat qui nous a occupés au cours de l'année, des rencontres avec les députés. Mais écoutez, ces gens-là réciter des éléments de langage qu'on leur avait donnés. Ils étaient incapables de savoir, de détailler les 42 milliards du coût pharaonique, paraît-il, du logement en France. Ils n'avaient aucune connaissance des arguments qu'ils pouvaient utiliser. Enfin, je veux dire, il y a honnêtement une catastrophe dans nos responsables nationaux, dans nos représentants au Parlement, il faut le dire. Pour beaucoup d'entre eux, ne savent pas de quoi ils parlent. Et ils votent en levant le doigt les ordres de Bercy. Car là aussi, il faut le dire, nos ministres, 2 ministres, ils sont ministres de rien du tout. Ils appliquent les décisions que les prises à Bercy. Et qu'ils avaient essayé de placer depuis 12-15 ans, jusqu'à maintenant, ils avaient tous résisté. Eh bien, le dernier gouvernement, il n'a pas résisté à Bercy, et ils ont appliqué bêtement ce qu'on leur disait. Honnêtement, aujourd'hui, il y a la nécessité d'une remobilisation totale, y compris de sensibiliser les locataires sur ce sujet, car nous allons à la catastrophe, il faut bien le dire et le répéter. Et je pense que dans le cadre de la campagne qui nous occupe, c'est aussi de notre responsabilité de sensibiliser les locataires à ces problèmes. Allez-y. Là, je sens un certain consensus jusqu'à présent. Jusqu'à présent? C'est pour ça que j'ai dit jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Oui, alors, vous nous demandez de donner notre sentiment sur le modèle HLM de l'avenir, enfin, etc. Hein. Moi, j'ai envie de regarder vers le passé.
Parce que le modèle HLM que nous avons bâti, enfin que nos prédécesseurs à la Libération ont bâti en France, est un modèle qui a très bien fonctionné pendant des décennies. C'est un modèle qui a permis de loger des millions de personnes, qui a permis de loger des millions de personnes dans des conditions très correctes. Et dans les années 50-60, ça a permis à des tas de gens qui n'avaient pas de logement ou qui n'avaient pas l'eau courante dans leur logement, d'avoir des logements de qualité, avec l'eau courante à tous les étages, avec des toilettes. Enfin, le logement social a été un énorme progrès sur le plan de l'habitat pour des millions de personnes. Et depuis, disons, 15 ans, 20 ans, un peu plus diront certains, on est en train de renier, mesure après mesure, ce modèle-là, au nom d'un équilibre financier qui n'a pas lieu d'être, puisque je voudrais rappeler qu'en 2017, ce sont les comptes du logement qui nous le disent, l'État s'est fait un pognon de dingue sur le dos du logement en France. Je vois que vous reprenez les éléments de langage du oui, premier des Français. Oui, il faut citer le président de la République de temps en temps, c'est une question de respect. Hein. Et donc, en 2017, je rappelle ça parce que c'est très important. En 2017, le logement en France a rapporté, je l'ai noté pour éviter de dire des bêtises, 74,4 milliards d'euros à l'État. 74,4 milliards d'euros à l'État. Et il a coûté, paraît-il, un pognon de dingue, c'est-à-dire 41,9 milliards d'euros à l'État. C'est-à-dire qu'en 2017, l'État s'est fait, disons le mot, un bénéfice de 32,5 milliards d'euros. Et ça ne suffit pas. Il en veut encore plus. Et comme il en veut encore plus, il est en train de détruire un modèle qui fonctionnait bien depuis des décennies et ça va nous mener, comme le disait mon voisin, à la catastrophe. Donc, pour nous, à la CGL, le modèle du logement social, c'est celui issu de la Libération. Il n'y a pas de raison d'en changer puisqu'on ne change pas un modèle qui fonctionne bien. Allez, regardez, vous avez un micro devant vous, monsieur. Regardez, pardon. Merci. Alors, j'ai eu quelques difficultés à traiter ce sujet. Ah ben vous pouvez faire court sur ce sujet, puis vous serez plus long sur le prochain. Si non. C'est le fouillis. C'est vraiment le fouillis. Alors, on ne peut pas traiter le sujet sans mélanger à la fois la loi de finances, les ordonnances et le troisième. La loi Elan. J'ai oublié. La loi Elan. La loi Elan, voilà, merci. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et à la FOC, on est inquiet pour les locataires. On est inquiet par rapport à des mesures qui sont décrétées, alors que pour nous, le changement, ça se construit. Ça se construit avec une politique. Ça se construit avec des moyens. Et quand on regarde les objectifs, on les cherche, les objectifs. Dans un séminaire, on nous avait appris qu'un objectif, ça doit être SMART. Simple, mesurable, ambitieux, mais réaliste et fixé dans le temps. Et quand vous prenez l'empilement des mesures, des actions, est-ce que c'est simple? Je vous pose la question, non. Hein? Est-ce que c'est mesurable? Oui. La seule chose qui est mesurable, ce sont les fonds qui sont piqués au mouvement HLM. Ça, c'est simple et c'est mesurable. Hein? Est-ce que c'est fixé dans le temps? Oui, on a une vision à 2021. Voilà. Ça pose problème. Ça pose problème et pour nous, il y a beaucoup d'inquiétudes. Si je prends, par exemple, la fixation des loyers, non pas par rapport au taux de financement des constructions, mais par rapport aux revenus. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les locataires qui auront un petit peu plus de revenus que ceux qui en ont moins, ils vont aller voir ailleurs. On va aller vers la ghettoisation. La paupérisation.
Voilà, tout à fait. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ensuite, on parle des moyens financiers, on l'a vu, mais tous ces objectifs qui sous-tendent le changement sur un modèle ce qui a été dit, qui fonctionne et qui fonctionne bien, même si ici et là, il y a aussi des marges de progrès, parce que le monde HLM, il est peut-être aussi un peu responsable de ce qui se passe. Vous avez des bailleurs sociaux qui souhaitaient construire, mais qui n'avaient pas les moyens financiers. Et puis vous avez d'autres bailleurs, ce n'est pas la majorité, mais il y en a, qui ont thésaurisé, et peut-être un peu trop thésaurisé au lieu de construire. Et ça, c'est ennuyeux sur le sujet. Voilà. Merci, monsieur. Allez, on se termine avec vous, madame. Sur cette notion, le modèle français. Pour le modèle de logement social à la française, hein, c'est demain, c'est la question. Nous, pareil, on estime que le modèle du logement social à la française, il existe depuis plus de 100 ans. Ça a été aussi le fruit des batailles des locataires pour avoir un logement digne, pour avoir un logement qui soit modéré, puisque c'était quand même, je parle par contre au passé, c'était souvent un logement à loyer modéré. Et c'est un acquis de tous les militants et tous les locataires qui sont mobilisés, le logement social français. C'est pas sorti comme ça du chapeau. C'est un élément aussi très très important d'égalité, on va dire égalité, puisque la France c'est quand même aussi l'égalité normalement. C'est aussi normalement, si tout se passe bien avec les bailleurs sociaux, un lieu où devrait exister la fraternité. Puisqu'on entendait hier aussi on est dans un gouvernement quand même qui oppose les gens les uns aux autres, et on se retrouve de plus en plus, on dit que les gens sont individualistes, mais ce n'est pas uniquement ça, on accompagne largement dans les discours le fait de dire que l'autre est différent de soi, etc. Et on accentue, et on met le gouvernement met en place des mesures où il y a un traitement différencié d'une personne à l'autre. Donc on ne peut pas aller dans ce sens-là. Pour nous, en termes de le logement social, c'est le garant du droit au logement en France. C'est notre président national l'a rappelé hier, c'est un modèle, le modèle français est plébiscité par l'Europe, hein, les pays européens qui l'ont abandonné maintenant souhaiteraient quand même le réinstaller. Et ce n'est ni un modèle qui est obsolète, ni antédiluvien. C'est vraiment le modèle d'aujourd'hui et de demain. Mais par rapport à, même s'il doit évoluer sur par rapport à certains rapports, alors il y a des questions qui sont posées par la salle, à savoir comment on peut être un peu plus associé. Ce sont des questions et des réactions, mais si vous voulez réagir sur l'une d'entre elles, mais... Oui. Donc comment être mobiliser un peu plus les locataires par rapport à cette question-là, parce que le logement social, c'est aussi, en fait, chaque locataire devrait s'approprier. Nous avons été les premiers aussi à nous rendre compte l'année dernière lorsque le gouvernement d'Édouard Philippe. Voilà, puisque c'est le gouvernement. d'Édouard Philippe a annoncé la stratégie logement. La CNL a réagi fortement, on s'en souvient dans un autre congrès, en disant avec la CNL, j'aime les HLM, parce qu'on avait constaté immédiatement que c'était le modèle du logement social français qui était mis en péril. Or, que garantit le logement social français? C'est aussi la lutte contre la spéculation immobilière. Ce n'est pas rentrer dans un esprit de logement marchandise. C'est fondamental. Qu'est-ce que c'est aussi? C'est de faire en sorte que on répond aux besoins de la population. Donc ça veut dire
des moyens supplémentaires et des moyens, comme on le disait, il y a plus d'argent maintenant de la part de l'État. C'est extrêmement grave, réellement, extrêmement grave. Est-ce qu'on entend suffisamment ces cris d'alarme par rapport à cette situation, puisqu'il y a quand même plus de 3 millions de ménages qui n'ont pas de toit. C'est plus une crise. Or, le logement français, le logement social français, c'est le modèle qui va faire en sorte, si l'État est présent autour de la table, c'est résorber les crises, on va dire les crises du logement. Merci beaucoup. Alors moi je vous propose, on répondra aux questions juste après. Je vous propose qu'on aborde la 3e thématique et après ça on répondra à cette rafale de questions avant de vous donner la parole au pupitre, comme on dit. Alors cette 3e thématique, c'est demain, quelle organisation du tissu des organismes pour un service de qualité? Question d'actualité évidemment. Et moi, je vous demande, mes chers collègues, de faire confiance à nos élus. Parce que ces élus-là, tous les jours, ont un dialogue avec leurs bailleurs. Moi, j'ai fait de grandes et belles choses dans ma commune avec mes petits moyens, par une discussion intelligente avec des petits bailleurs. Je ne le plaide pas pour la taille, je dis simplement qu'il faut respecter dans chaque territoire à la fois l'histoire de ce territoire, l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait ce territoire, l'histoire des bailleurs de ce territoire et l'histoire des dialogues entre les bailleurs, les élus et les territoires. La proximité, c'est le management. L'État, le maire peut très bien aujourd'hui forcer un directeur d'agence HLM à faire les choses. Il peut convoquer un directeur général de grand groupe. Il pourra convoquer un directeur de société de coordination qui rassemblera peut-être 4 organismes HLM dans un même département. Vous savez, la proximité, ce n'est pas une adresse, c'est la manière dont on traite les demandes des locataires. Alors je vous ai tous vu hocher la tête, approuver ce que disaient notamment certains députés. Qui veut commencer sur ce thème, sur l'organisation du tissu des organismes qui se prépare? Vous voulez commencer, madame? On va commencer par madame. Juste un détail, on va essayer d'être un peu court parce que je trouve beaucoup de questions très intéressantes et ça va nous permettre de répondre à ces questions après. Hein. Allez-y. L'organisation du tissu des organismes pour un service de qualité, c'est une organisation au plus près du terrain, en lien avec le locataire, le citoyen. Bon, c'est une priorité pour nous. Et dans le cadre de ce projet de fusion, parce qu'il est quand même de plus en plus, sans la loi Elan, il faut le reconnaître quand même, il y a quand même une démarche de fusion entre organismes qui n'est pas très propice à l'exercice de la démocratie locative. J'y reviendrai aussi là-dessus. Donc, aller dans ce sens déjà, maintenant. Et puis, il y a la loi Elan qui est en train de mettre en place, effectivement, ces sociétés anonymes de coordination, ces regroupements, sous quelque forme qu'ils soient. C'est toujours un éloignement du locataire et des centres des décisions. Donc, pour nous, le plus important, c'est de veiller à ce qu'on ait une représentativité, une représentation déjà, une représentativité ensuite, à tous les niveaux. C'est réellement intégrer, alors ça répondait un petit peu à une question aussi, c'est de dire comment on peut être des partenaires. On l'a regretté, hein, on l'a vu aussi à l'entrée, lorsqu'on a fait hier matin, on a diffusé le film sur la situation politique. Depuis un an, on n'a pas vu la mobilisation des locataires. Et ça, je le voyais aussi tout à l'heure dans les questions, comment on respecte. Ça contribue du respect. Donc c'est important qu'on puisse respecter, chacune des parties soit respectée, pour que chacune puisse s'engager. Donc c'est notre demande, surtout, de pouvoir co-élaborer les projets avec les bailleurs. Et puis pour nous, c'est un service de qualité garanti ensuite. Votre voisin? Alors, sur ce sujet, il y a deux niveaux. C'est quelle structure on met en place pour continuer à exister. Et il y a le deuxième niveau, quelle est la structure qui est la plus efficace et la plus efficiente par rapport
aux locataires. Le premier niveau, qui est financier, qui est juridique, c'est comment on fait cohabiter des structures juridiques différentes, qui ont du capital ou qui n'en ont pas, les SA ou les OPH. C'est difficile, c'est délicat. Alors, est-ce que la société, alors j'ai du mal à retenir, société anonyme de contribution est la bonne réponse? Vaste débat. À la fois qu'on voit ça de deux façons différentes. Ou c'est une sortie par le bas, ou c'est une sortie par le haut. C'est-à-dire ça peut être l'antichambre de la disparition, ou ça peut être une structure qui va habituer un certain nombre de bailleurs sociaux à fonctionner ensemble, même s'ils ont déjà l'habitude de se côtoyer, pour à la limite, à la fin, disparaître pour devenir une seule et même entité. Ça, c'est la sortie vers le haut. Et ça, c'est positif. C'est positif. Voilà. Sur ce sujet-là. Après, sur le volet du lien avec les locataires, moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. La proximité. La proximité, c'est le maître mot. Il faut avoir des organisations réactives. On citait tout à l'heure les quelques anomalies. J'ai entendu parler d'ascenseurs. On a été appelé. Le message qu'on en a reçu, c'est cri d'alarme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dans une résidence où il a fallu 3 semaines pour réparer les parlophones, celle qui permet de contacter de l'extérieur vers l'intérieur, avec des cas qui peuvent être graves quand il s'agit du médical. Hein, voilà. Il a fallu 6 semaines pour réparer un ascenseur, parce qu'il y a tout le processus qui est mis en œuvre. D'abord, les accessoristes n'ont pas de pièces détachées, c'est du flux tendu. Il faut commander la pièce, il faut la faire venir, il faut avoir les autorisations administratives pour pouvoir déclencher la commande. Donc, proximité, mais proximité, c'est bien. Mais si le personnel des bailleurs en proximité n'a pas les délégations suffisantes pour impulser une réactivité, ça ne sert pas à grand-chose. Je sais qu'un certain nombre de bailleurs y travaillent et qu'ici et là, on voit qu'il y a des améliorations qui apparaissent dans les délais au profit des locataires. Et ça, c'est une bonne chose. Monsieur, on continue le tour de piste. Enfin, le tour, c'est plutôt un va-et-vient. Absolument, c'est un va-et-vient, oui. C'est plus simple pour moi, comme ça. Alors, quel tissu pour les organismes demain? Une première réponse. Certainement pas le tissu qu'on nous propose aujourd'hui. Tout sauf ça. Ensuite, ça fait longtemps qu'on a réfléchi à la CGL à cette question, et nous sommes partisans d'un service public du logement. Et on s'est posé la question, mais concrètement, ce serait quoi? Et on s'inspire pour ce service public du logement de l'éducation nationale, de l'ancienne société EDF-GDF, de la SNCF, enfin ces grands services qu'on a connus avant qu'ils ne soient tous mis en concurrence. Pour l'éducation nationale, ça n'est pas encore le cas, mais c'est en train de venir tout doucement. Et donc, le service public de logement qu'on imagine, ce serait un établissement unique. Alors évidemment, ce serait un gros mastodonte, comme l'est la SNCF, comme l'était EDF-GDF, comme l'est l'éducation nationale. J'arrête là parce qu'on pourrait citer d'autres exemples. Mais ce n'est pas pour autant que ces grands services publics ne sont pas prêts ou n'étaient pas très proches du public à une époque. On peut parfaitement avoir un établissement public très important, mais très proche du public. C'est une question d'organisation interne. Donc c'est ça le type de logement social qu'on voit pour demain, avec un service public du logement qui aurait plus qu'un droit de regard sur le foncier, donc qui aurait un droit de regard sur la construction, de façon à ce que les prix ne s'envolent pas comme c'est le cas aujourd'hui. Bref, un service public qui balayerait tout le secteur du logement, comme les grands services publics qu'on a connus issus de la libération, qui ont également très bien fonctionné dans notre pays. Pour nous, le modèle de référence, c'est ça.
Alors, je reconnais que dans l'Europe libérale d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais un certain nombre de pays membres de l'Europe ont montré qu'on pouvait parfaitement résister à cette Europe libérale, et c'est ce à quoi j'engage le mouvement HLM à s'inspirer, parce qu'il y a des moments où on aimerait bien voir le mouvement HLM résister un peu plus qu'il ne l'a fait depuis 1 an. Merci. Oui, dans le modèle qu'on vient de nous décrire, je crains fort que l'usager qui est le locataire ait quelques difficultés relationnelles pour avoir une réponse un peu rapide, y compris dans les exemples qui ont été pris entre les SNCF, etc. etc. On ne peut pas dire que ça soit parfait. Honnêtement, je crois qu'il y a un mouvement de concentration qui est engagé, voulu par l'État, engagé préalablement. Mais qui dit concentration dit forcément décentralisation. Car s'il n'y a pas de décentralisation, ça ne peut pas marcher. Décentralisation, agence, direction territoriale, agence sectorisée, 4-5 000 logements. Et puis, qu'est-ce que veut le locataire? C'est une réponse la plus rapide et efficace à le problème qu'il a posé à son organisme. Et pour ça, il y a besoin de proximité. Alors, on peut bâtir des tas de modèles. On va gagner éventuellement des frais de structure parce qu'on va concentrer. En fait, non. Parce que plus on est gros, plus on a besoin de décentralisation, plus on a besoin d'intermédiaires, etc. Et donc, on voit bien qu'on crée des lourdeurs, des étapes significatives. Que signifie demain la taille potentielle d'un groupe qui pourra rassembler 400 000 logements? Honnêtement, on ne voit pas comment ça peut marcher. Donc, il va y avoir des frais de structure. Sinon, ça sera le casse-gueule systématique dans les relations locataires-bailleurs. Et donc, il y a là une nécessité et une exigence de services que nous devons, nous, organisations, exiger de la part des locataires. Honnêtement, quand vous posez un mail ou un courrier à un bailleur, aujourd'hui, vous avez une réponse dans quel délai? Quand vous avez une réponse? C'est déjà pas brillant. Alors on imagine la suite par rapport à un phénomène de concentration de ce type. Je crois qu'il y aura une coupure totale. Ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable pour le vivre ensemble. Ce n'est pas souhaitable pour répondre à l'attente du locataire qui, lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on lui répare sa fuite d'eau, qu'on lui répare la serrure, la vitre cassée dans le bas de son immeuble, que ses escaliers soient propres, que ses espaces verts soient entretenus et que son ascenseur marche. Voilà pratiquement l'attente évidente du locataire. Et à partir de là, il faut qu'une organisation qui soit en capacité de répondre à ça dans les plus brefs délais. Je reconnais que c'est parfois difficile, mais en même temps, c'est le minimum que peuvent attendre les locataires de la part d'un bailleur responsable. Merci, oui. En écoutant mes collègues, on peut être que d'accord, et je réalisais qu'en fait, la CSF s'inscrivait dans la modernité. La CSF a un avis particulier sur la réorganisation. On n'est pas dans une logique de le périmètre actuel des bailleurs doit rester inchangé parce qu'on vise un objectif. S'il apparaît que la réorganisation permet de dégager des économies d'échelle, très bien. Si ces économies d'échelle servent juste à compenser le désengagement financier de l'État, on dit non. Mais si les économies d'échelle permettent de viser des objectifs sociaux pour répondre aux intérêts des locataires, la CSF dit oui. Et la CSF nomme 2 intérêts fondamentaux. Le premier, c'est de construire des logements de qualité. Et là, l'auditoire va certainement se douter de la petite musique qu'on peut dérouler par rapport au logement de qualité. La CSF estime que la maîtrise d'ouvrage des bailleurs est une fonction prioritaire. Il y a eu, comme mes collègues ont expliqué par le passé, un patrimoine HLM qui a été construit, mais qui a été construit par les bailleurs. Parce que les bailleurs avaient la capacité d'avoir des carnets de commandes et de construire le logement pour répondre à la population. Alors combien de bailleurs actuellement n'ont plus les carnets de commandes suffisamment remplis, ont dû quitter la fonction de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la capacité de construire eux-mêmes des logements, et confient cette fonction à des promoteurs privés. Des promoteurs privés qui sont dans une logique dite de marché. Et donc le rôle d'un promoteur privé, c'est quoi? C'est de construire très vite, de vendre, et puis de ne pas assumer la gestion. Pourquoi est-ce que le patrimoine social en France a toujours été un patrimoine de qualité depuis ces 70 dernières années par rapport à la production du monde privé? Eh bien parce qu'un bailleur social, quand il construit un logement, il sait qu'il va le gérer pendant au moins 50 ans. Et que si on construit bien dès le début, eh bien la gestion, ça coûte beaucoup moins cher ensuite. Nous, la CSF, on vise
et on appelle de nos voeux une reconfiguration du tissu HLM pour nous garantir que l'ensemble des bailleurs n'aura plus à faire appel à la VFA, qui en plus a un surcoût énorme, parce qu'il faut bien dégager la marge du promoteur privé. Et sur qui on va chercher la marge? Eh bien, sur les loyers, et donc dans la poche des locataires. Donc, je répète, la réorganisation du tissu HLM, s'il se dirige vers une maîtrise d'ouvrage afin d'avoir des loyers moins chers et une production de qualité, la CSF dit oui. Et puis la réorganisation du tissu HLM, comme mes collègues ont dit, c'est aussi le renforcement de la concertation. C'est le renforcement du nombre d'agences. C'est-à-dire que si on fait des économies, soit, mais les économies, c'est pour l'intérêt des financeurs. Et c'est qui les financeurs? C'est les locataires. Donc on attend plus d'agences d'accueil, on attend plus de concertation, et on ne veut pas faire des économies de personnel en faisant semblant d'avoir un service de proximité par une plateforme téléphonique. Parce que la plateforme téléphonique, c'est sûr, ça multiplie les interventions chez le locataire. Mais combien d'interventions sont erronées parce que le diagnostic a été mal fait? Il y aura toujours besoin de présence humaine dans les quartiers. Merci. Alors, on va passer à un exercice qui est intéressant. On ne va pas répondre à ces questions, on va vous les donner les questions et ça vous permettra de répondre aux gens et notamment de vous en inspirer pour les campagnes et les questionnements qui vous sont posés. Ça sera plus intéressant que là parce que si on prend toutes les questions, que vous répondez tous les 5 sur toutes les questions, ça va être très compliqué. J'ai des enveloppes, alors je vais vous proposer de les prendre, vous en prenez chacun une comme ça, il y a un numéro dedans, c'est pour savoir votre ordre de passage. Excusez-moi, puis si vous pouvez faire passer. Voilà. Donc, maintenant, nous arrivons à un moment qui est un peu solennel, qui est compliqué, sur lequel vous allez aller au pupitre et vous allez faire à cathèdra une déclaration. Alors, elle est importante, cette déclaration, pourquoi? Parce que vous allez être filmé. Dedans, évidemment, je vous conseille, sur le plan purement professionnel, de commencer en disant qui vous êtes et ce que vous représentez, et puis pendant 2 minutes, expliquer ce que vous proposez aux locataires. En fait, c'est un programme. 2 minutes, c'est assez court. Il y aura, vous verrez, il y a un minuteur qui va passer. Mais ce qui est filmé vous permettra après, si vous en avez besoin, via les réseaux sociaux, à faire passer le message de façon assez professionnelle. Alors voilà, je vois qu'on commence avec vous. Donc, vous êtes chaud, hein? Parce que vous êtes terminé. Allez, c'est parti. Exercice très difficile. Alors, juste avant que vous preniez la parole, je vais quand même dire quelque chose. Je vous ai tous trouvé très très bons, parce que ce que vous avez fait là, c'est pas évident. Et franchement, vous parlez très bien, les idées sont claires. Donc, en tant que journaliste, voilà, ça fait partie des choses que j'apprécie. À vous. Eh bien, l'occasion est donnée à la Confédération syndicale des familles de pouvoir défendre l'intérêt de l'ensemble des familles et de présenter une revendication actuellement, mais une revendication de toute façon dans la durée, parce que l'intérêt des locataires, l'intérêt des familles sera toujours d'avoir un logement abordable, d'avoir un logement de qualité et d'avoir un vivre ensemble afin que chacun puisse trouver l'épanouissement et la possibilité de pouvoir élever ses enfants dans un milieu favorable dans lequel l'ensemble des parents seront en situation de plaisir et de confort. Comment faire? La question de l'argent est déterminante. La solidarité nationale en France doit être imposée au gouvernement. La question de l'habitat est primordiale. Il est inadmissible que le gouvernement fasse des économies sur un secteur qui sert de principal amortisseur social dans ce pays, alors que ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on subit une crise économique et que la paupérisation galope de plus en plus sur les territoires. Pour ce faire, la CSF a un cahier revendicatif très simple. Elle demande d'abord et en priorité l'arrêt immédiat de la RLS, qui est la matraque financière de l'État sur la trésorerie des bailleurs. La CSF demande après le renforcement du pouvoir d'achat. Et comment faire pour renforcer un pouvoir d'achat? Eh bien, il va falloir aller dans le sens contraire de ce que subissent les APL depuis trop d'années. L'augmentation générale des APL et du forfait charge est une nécessité lorsqu'on voit depuis 20 ans le coût de l'habitat qui ne cesse d'augmenter et qui pressurise de plus en plus le pouvoir d'achat des familles. Et puis, on l'a dit, mais on le répétera encore, l'État doit assumer sa participation dans le Fonds national de l'aide à la pierre. Cette année, cyniquement, il annonce 0 €. Depuis 1 an, la gouvernance du Fonds national de l'aide à la pierre est bloquée parce que l'État a encore patiemment mis le temps de nommer le président du Fonds national de l'aide à la pierre afin d'avoir des directions et décisions qui vont dans le bon sens. Et puis, bien sûr,
Il y aura toujours besoin d'avoir du vivre ensemble. Il y aura toujours besoin de prendre l'expertise d'usage des locataires et des familles dans les quartiers pour pouvoir construire leur intérêt, construire leur avenir. Et pour cela, c'est simple, la concertation locative doit avoir les moyens et des moyens renforcés. Merci, vous avez débordé d'à peu près 20 secondes, mais l'exercice est quand même très difficile. Hein. Franchement, allez, qui est le numéro 2 ? Alors, je vais essayer peut-être de me mettre dans le public devant. Quand vous me verrez me lever, vous saurez qu'il vous reste en gros... tout le monde peut déborder de 20 secondes du coup, oui. Mais je me mettrai là, comme ça vous allez me voir. Ça sera plus simple. Pour la Confédération syndicale du cadre de vie, le moment est grave quand on parle du logement social. Ce modèle, tant envié par nos pays européens, est aujourd'hui cassé par des volontés gouvernementales. On est en train de vouloir casser un élément fondamental de la société française, car oui, le logement social qui loge aujourd'hui 10 millions de nos concitoyens est un élément structurant de notre société. Chacun d'entre nous a pu passer dans un logement social et construire sa vie et sa carrière à travers ces facilités qui lui étaient données pendant une certaine époque d'avoir un accès à un logement confortable à un prix correct et accessible financièrement. C'est de moins en moins le cas, il faut le dire, par les mesures gouvernementales. Alors, en tant qu'organisation, bien évidemment, nous pouvons accepter les mesures qui sont prises aujourd'hui à contre-courant des grandes décisions européennes sur le sujet. Au moment où notre modèle était tant envié par les pays européens, au moment où l'Angleterre décide d'investir 2,5 milliards par an, où l'Allemagne va investir 5 milliards pendant 5 ans, notre pays, notre gouvernement est en train de couper les moyens financiers des organismes et de ne plus pouvoir offrir aux populations avec les revenus extrêmement faibles, qui sont malheureusement le cas pour de beaucoup de Français, une capacité d'avoir un logement décent à un prix correct. Trop de Français, aujourd'hui dans le secteur privé, vivent dans des conditions souvent de petits logements à un coût excessif, et la seule voie d'avenir est le logement social. Il faut quand même savoir dans ce pays qu'il y a 1,2 million demandeurs de logements sociaux, que le problème de la mixité sociale se pose partout, que dans les grandes métropoles où il y a le plus d'habitants, le coût du logement est devenu excessif et tous les travailleurs sont obligés d'être repoussés loin des centres-villes, des centres métropoles, qui rendent leurs conditions de vie extrêmement difficiles. Alors, par rapport à ce que nous disons aujourd'hui, oui, le logement social est une priorité pour la CLCV et pour la France. Voilà, on a respecté le timing, bravo. Alors surtout, madame, vous essayez de me regarder, enfin après, hein, au bout d'un petit moment, vous verrez, si je passe devant vous, vous savez qu'il va falloir trouver la conclusion. Pour la Confédération nationale du logement, la priorité dans ce contexte de regroupement des organismes d'HLM, d'éloignement des centres de décision, nous avons décidé de nous orienter surtout sur l'expression du locataire et le développement de la démocratie locative. Dans ce cadre-là, chers locataires, puisque nous nous adressons à vous, nous souhaitons que vous puissiez être entendus, être écoutés dans tous les lieux où les décisions se prennent. À ce titre, nous proposons que dans chaque conseil d'administration de vos bailleurs, là où vous résidez, il y ait une représentation à hauteur des enjeux de vos représentants de locataires. Nous demandons donc à ce qu'un tiers des membres du conseil d'administration soient composés de représentants des locataires, que ces représentants aient le droit de veto sur toutes les décisions qui concernent la vie quotidienne des locataires. Également, nous demandons, afin que vous puissiez être représentés correctement, à ce que le statut de l'élu associatif soit enfin reconnu en France. Le statut d'élu associatif, ça signifie que n'importe qui, que l'on soit retraité, que l'on soit actif, que l'on soit sans emploi, on puisse assister et défendre les intérêts et les besoins des locataires au sein des instances
où se décide votre avenir. À ce titre, nous demandons également à ce que les moyens soient donnés. C'est-à-dire que de plus en plus, dans le cadre soit de l'éloignement des centres des décisions, soit dans le cadre des nouvelles constructions, nous nous trouvons dépouillés, on va dire, de lieux gratuits pour pouvoir vous réunir. C'est ce que nous appelions précédemment les locaux communs résidentiels. C'était des lieux où les locataires pouvaient être réunis pour pouvoir faire remonter leurs besoins. Merci madame. Ce sera resté à peine un peu en haut, mais c'était un bel exercice. C'est difficile, je vous assure que c'est très très difficile. Alors, Michel Frachet, président de la Confédération Générale du Logement, j'ai coutume de dire aux locataires, quand j'assiste à leurs assemblées générales, que je ne suis pas le bon Dieu et qu'il ne faut pas attendre de moi, comme de l'organisation à laquelle ils appartiennent, des miracles. Donc, si j'avais devant moi, c'est le cas, mais les locataires qui sont ici sont des locataires engagés, donc moi je pense à ceux qui ne le sont pas, je les inciterais, et je les incite toujours, à se regrouper en association pour essayer de créer avec leurs bailleurs un rapport de force qui leur soit moins défavorable et, si possible, qui soit à la longue favorable au mouvement social qu'ils constituent. Parce que ne nous faisons pas d'illusions. Aujourd'hui, les temps sont extrêmement difficiles et tout ce que les associations de locataires ont pu demander jusqu'à maintenant n'a jamais été retenu par les pouvoirs publics. Par exemple, la CGL a demandé, et je sais que la CGL n'est pas la seule à l'avoir demandé, qu'on mette en place une action de groupe dans le domaine du logement. Évidemment, ça n'a pas été retenu par les parlementaires. On a demandé également à ce que les prix de l'immobilier soient encadrés. Ça n'a pas été retenu par les parlementaires. On a demandé à ce que les plafonds de ressources pour accéder à un logement social soient relevés. Même surdité de la part de nos décideurs. Ensuite, il y a une chose qui nous est très chère, c'est la récupération du dépôt de garantie quand les locataires quittent leur logement. Et on a demandé qu'un fonds spécial national soit créé dans lequel les locataires déposeraient leur dépôt de garantie et lorsqu'ils quitteraient le logement et que les états des lieux seraient tout à fait corrects, eh bien qu'ils puissent récupérer immédiatement leur dépôt de garantie, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Tout cela a été refusé et j'ai même presque envie de dire que nous n'avons jamais été entendus ou écoutés. Donc aujourd'hui, ne nous faisons pas d'illusions, on ne va pas sortir un catalogue de promesses. Le seul message que j'ai envie de délivrer aux locataires non affiliés à une organisation qui m'écouterait, c'est regroupez-vous, créez des associations de locataires pour créer face à votre bailleur un rapport de force qui oblige ce bailleur à changer d'attitude. Allez, dernier intervenant. Franchement, l'exercice est très difficile. Moi, je vous félicite parce que je pense que je ne saurais pas le faire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Patrick Éveillot de la FOC. Alors pour la FOC, le parc social a le devoir d'être ouvert à tous dans le respect des personnes et considère que l'accueil des différentes générations, étudiants, familles, personnes âgées y contribue. La FOC dénonce l'inadéquation persistante entre l'offre et la demande de logements adaptés dans le parc immobilier social public. La FOC exige la prise en compte de tous les handicaps qui doivent conduire à l'attribution d'un logement adapté. Les points de vigilance que suivront vos élus, le respect des droits de chacun à vivre dans un logement à loyer abordable et de qualité, le maintien des APL et l'application de la réduction du loyer de solidarité, RLS, à tous les locataires impactés par une baisse d'APL. Une mobilité choisie et non subie
en garantissant le maintien pour le nouveau loyer du prix au mètre carré de l'ancien loyer. Le maintien de la présence des gardiens qui créent un lien social et qui sont des garants de qualité de vie. L'amélioration des équipements collectifs, notamment de sécurité et leur fonctionnement. Et une qualité de service irréprochable en demandant aux bailleurs sociaux, certains commencent à le faire, à ce que quand la qualité de service n'est pas au rendez-vous, eh bien qu'il y ait une pénalité qui vienne au profit des locataires pour diminuer leurs charges. Pour les loyers, l'AFOC revendique la reconduction pour les années à venir du maintien du gel des loyers. Pour le SLS, alors que la situation des locataires ne s'est pas améliorée, salaire, retraite, eh bien, de plus en plus de locataires sont soumis au SLS et dans ces conditions, l'AFOC est contre ce SLS. Merci. Voilà, mais écoutez, les horaires ont été respectés, à peut-être 10 secondes près. Bravo, bravo à tous, madame, bravo aussi. C'est la fin donc de cette plénière qui était consacrée aux représentants des locataires. Alors, chose très importante, hein, je vous rappelle les dates pour les votes, 15 novembre, 15 décembre. Et demain, pour ceux que ça amuse, il y aura évidemment une autre journée dans le cadre de ce congrès. Quand je dis que ça amuse, c'est surtout que ça intéresse, avec le ministre en poste, Julien Denormandie, qui sera là, il est prévu, il est annoncé. Et ce, malgré le gouvernement. Je vous remercie pour lui. Ce n'est pas moi qui animerai demain matin, mais Olivier de Lagarde. Donc, je lui souhaite bonne chance, bonsoir à tous, bonne soirée à Marseille. J'espère que la pluie va s'arrêter.